et bienvenue dans J'ai 50 ans et alors, un podcast qui accompagne nos transitions. Je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les liens, les prises de conscience et le changement. Dans ce podcast, je vous partage des inspirations, des réflexions, des rencontres qui enrichissent mon quotidien. Pas de recettes toutes faites, juste des moments authentiques pour vous inspirer. Un rendez-vous qui fait du bien, une parenthèse qu'on s'octroie dans son quotidien pour marcher vers soi à son rythme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de J'ai 50 ans et alors. Et aujourd'hui, justement, et alors, nous allons parler de nos peurs et surtout de notre ego, qui est présent très régulièrement dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Peur d'être jugé, d'être rejeté, de manquer, de réussir, d'échouer, de ne pas être aimé, de déplaire, de ne pas être à la hauteur, peur de s'affirmer, peur du conflit, peur de l'inconnu. Il nous est déjà tous très souvent arrivé d'être confrontés à ces peurs qui sont bien souvent irrationnelles ou disproportionnées et qui prennent tout le contrôle, nous paralysent et nous empêchent de vivre pleinement et de profiter du spectacle de la vie. Donc on va en parler aujourd'hui avec Serge Marquis, que j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cette émission. Il est spécialiste de la santé mentale au Québec et il est auteur de plusieurs ouvrages que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le petit traité de bienveillance envers soi-même et Le jour où je me suis aimée pour de vrai. 2 livres que je vous conseille chaudement de lire. À travers ces récits, l'auteur nous invite à apprivoiser notre ego, à l'observer avec bienveillance et apprendre à regarder le spectacle de la vie plutôt que de celui de notre mental ou de notre ego. Donc c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui et donc je suis ravie de vous accueillir. Serge, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup Sandrine de m'accueillir chez vous. C'est avec joie que j'y suis. Eh bien, donc dans cette première partie d'émission, on va, comme d'habitude, on va prendre le temps de mieux connaître l'invité, d'un petit peu comprendre qu'est-ce qui fait que quel est votre parcours, qu'est-ce que vous faites spécifiquement aujourd'hui. Et donc, est-ce que vous pourriez vous présenter, Serge, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui dans la médecine et plus spécifiquement dans la santé mentale, la gestion du stress et la démotivation? Je pense que c'est ça votre... Oui, tout à fait. J'ai fait un cours de médecine et très, très tôt, je me suis intéressé au stress parce que les premiers patients que je voyais expliquaient eux-mêmes leur maladie. Ils me disaient, je viens vous voir parce que j'ai mal à l'estomac, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai mal à l'estomac. Alors, eux-mêmes me guidaient vers une réflexion sur le stress. Et ça a commencé très tôt. Je me suis intéressé par la suite au milieu de travail parce que c'est un endroit où on vit beaucoup de stress. Mm-hmm. J'ai fait une spécialité en médecine du travail et j'ai commencé à soigner des personnes qui ne fonctionnaient plus au travail. À l'époque, on commençait à parler de burn-out, on parlait d'épuisement professionnel et de détresse psychologique dans l'espace de travail. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai soigné des personnes. Je me suis formé pour faire de la thérapie et accompagner des personnes dans un retour vers le travail. Le même, un autre, mais que ces personnes-là puissent travailler à nouveau. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à l'ego parce que quand on s'intéresse à la souffrance humaine, et qu'on veut essayer de la comprendre, qu'on veut humblement contribuer à aider à la soulager, on ne peut pas faire autrement qu'un jour ou l'autre avoir à s'interroger sur l'ego. Alors, et des patients par la suite m'ont demandé d'écrire si c'était possible des bouquins parce que je leur en suggérais. Et on me disait, pourquoi en écrivez-vous pas un, vous? Vous nous en suggérez, puis après quelques pages, on a un peu de difficulté à comprendre. Donc, pourquoi en écrivez-vous pas un? Alors, j'ai commencé par un petit bouquin qui s'appelait Pensouillère le hamster au début. Et après, j'ai écrit le roman. Pensouillère le hamster, c'est ça? Oui, ça, c'est un petit livre vraiment, ça s'appelle Petit traité de décroissance personnelle aussi, en sous-titre.
Et c'était le premier. Mais après, j'ai voulu écrire une histoire et c'est là que le jour où je me suis aimé pour de vrai est apparu. Une histoire où un enfant demande à sa mère, qui est très occupée, pour laquelle il est très important de réussir sa carrière, d'être quelqu'un à travers les performances, etc. Alors son petit garçon, qui ne la voit pas beaucoup, lui dit je vous manque, qu'est-ce que l'ego? Parce qu'à l'école, ils ont entendu un professeur accuser un autre professeur d'avoir un ego épouvantable et il ne connaissait pas la question de l'ego. Donc, il a demandé à sa mère qui était bien perdue devant cette question. Alors, qui était bien concernée. Oui, tout à fait, ça la concernait directement. Mm-hmm. Alors, mais si on s'intéresse à la souffrance humaine, on ne peut pas faire autrement que s'intéresser à l'ego. J'ai vu un jour l'homme qui a écrit Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle, oui. Qui racontait une histoire que j'avais trouvée très belle. Il racontait qu'un homme marchait sur une route et qu'il est arrivé face à face avec un moine bouddhiste je connais très peu de choses sur le bouddhisme en passant, mais un peu comme cet homme, il a demandé au moine, pourriez-vous m'expliquer le bouddhisme? Alors, il s'attendait à une longue réponse et le moine bouddhiste lui a répondu tout simplement, c'est très simple, pas d'ego, pas de souffrance, pas d'ego, pas de problème. Alors, la grande question qui suit, c'est mais qu'est-ce que l'ego? Alors, et c'est c'est ça sur quoi j'ai envie de dire, j'ai réfléchi par la suite toute ma vie, ce sur quoi je réfléchis encore et ça m'amène maintenant à donner des conférences et à écrire des textes, des bouquins sur le sujet. Voilà. Oui, c'est passionnant. Vos deux livres, en tout cas, vous utilisez la fiction, les histoires, pour nous faire comprendre comment ils fonctionnent. Je trouve que c'est très puissant, les métaphores que vous utilisez dans vos deux livres, en tout cas ces deux-là. Mais donc avant de plonger dans le dernier, en tout cas que j'ai lu sur le petit traité de la bienveillance envers soi, quelles sont vos motivations? Est-ce qu'il y a un événement marquant dans votre vie, une rencontre qui fait qui fait ce que vous faites aujourd'hui, qui vous a motivé à être là où vous êtes? Deux choses. C'est important la question que vous posez en rapport avec les rencontres qu'on peut faire parce que je crois profondément que tout au cours de notre vie, on fait des rencontres qui nous marquent à travers des personnes qui nous inspirent. J'aime bien l'exprimer comme ça. Et pendant mon cours de médecine, il y a un professeur qui a carrément changé ma vie. Il nous avait montré que pour plusieurs maladies, il y avait des changements qui avaient eu lieu dans l'environnement qui avait permis à la maladie de diminuer sur la planète, par exemple la tuberculose. Il nous avait montré une courbe montrant que la tuberculose avait beaucoup diminué bien avant l'arrivée des vaccins, des médicaments. Et que c'est explicable par les conditions de vie des gens, l'amélioration de l'hygiène, etc. Et ça m'avait intéressé parce que je m'étais dit, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir la même chose au niveau des problèmes que les gens vivent psychologiquement, la dépression, l'anxiété? Est-ce qu'on pourrait pas agir en amont des problèmes? Parce que quand j'avais des gens dans mon bureau, bien sûr, ils arrivaient déjà très souffrants. Et je me disais, comment peut-on faire pour les aider avant? Alors ça, c'est un premier événement, donc la rencontre de ce professeur qui m'a fait réfléchir à ce qu'on pouvait faire en amont des problèmes. Toujours arriver à donner aux gens des outils pour prévenir l'apparition de souffrances inutiles. Vous l'avez bien décrit tout à l'heure. Et deuxième chose, j'ai moi-même été malade, très très malade. En 1984, j'ai fait une hémorragie digestive. Je suis toujours un peu ému quand je parle de ça. Et je trouve aux soins intensifs pendant 3 jours. On voulait à tout prix m'opérer, mais je refusais parce que je me disais non, ça s'est passé dans ma tête, dans ma vie. C'est ce qui m'a amené aux soins intensifs. Alors j'avais demandé au médecin d'être patient, de me donner du temps en lui disant si je corrige ce qui m'a amené là, je ne revivrai plus ce genre de choses. Et le médecin était très compréhensif et il m'a dit, je te donne 24 heures, mais si dans 24 heures tu saignes encore, on t'opère que tu le veuilles ou non. Et j'ai eu 24 heures pour commencer à apaiser cette souffrance inutile. Je le dis bien utile parce qu'il y a toujours il y a des souffrances qui peuvent être utiles dans la vie. Il y a des souffrances qui peuvent nous permettre d'apprendre des choses. Oui, et d'avancer. De corriger des trajectoires, des parcours de vie.
Il y a des sources d'apprentissage dans la souffrance. Et c'est ce que cette souffrance-là m'a amené à faire d'ailleurs. Elle m'a amené à comprendre. En fait, je l'ai écouté. On a eu un dialogue, elle et moi. Et puis à travers ce dialogue, j'ai compris ce qui m'avait amené là. Et effectivement, c'était beaucoup en rapport avec ce que vous avez mentionné en ouverture. Ce besoin à tout prix d'être quelqu'un aux yeux des autres, de toujours performer, être le meilleur, etc., pour être apprécié, reconnu, aimé. Et ça, bien sûr, même si on a eu les meilleurs parents du monde, ça peut commencer tôt dans notre vie parce que très tôt dans notre vie, notre cerveau, déjà, identifie recevoir de l'attention avec survivre. Hein. Il s'aperçoit que si il reçoit de l'attention, il va être nourri, il va être protégé, il va être câliné, etc. Donc, très tôt, le cerveau se demande comment vais-je faire pour recevoir de l'attention afin de survivre. Alors, et c'est là qu'il commence à interpréter ça d'une façon un peu maladroite, en ayant l'impression que c'est en performant qu'il va être suffisamment intéressant pour recevoir de l'attention. Alors, il confond être à tout prix quelqu'un, être le meilleur à l'école, être le meilleur en faisant de la gymnastique, au niveau des sports, toujours se comparer aux autres aussi. Parce que pour être meilleur, bien sûr, il faut se comparer. Alors, le cerveau commence à faire ça très tôt avec les frères, avec les sœurs. Mon frère reçoit plus d'attention que moi, il est plus beau que moi, il est plus fort que moi, ma sœur est plus intelligente que moi. Alors, très tôt, l'enfant commence à faire ces comparaisons et à imaginer que pour recevoir de l'attention, il doit à tout prix être intéressant. Et il commence à fabriquer des images de lui-même qu'il croit intéressantes. Et c'est comme ça que l'ego commence à se structurer. Mm-hmm. Alors, j'ai comparé l'ego dans le roman le jour où je me suis réveillé pour de vrai, je l'ai comparé à un oignon, hein, avec des pelures identitaires. Oui. Et, chacune de ces pelures est issue d'un processus qu'il y a dans notre cerveau qu'on appelle le processus d'identification. Alors, on s'identifie à une représentation qu'on a de soi-même et qu'on croit intéressante, une représentation qu'on a de soi-même qui, à nos yeux, va attirer l'attention. Et c'est comme ça toute sa vie. Par la suite, au travail, on espère toujours recevoir l'attention du patron, de la patronne, ou du client, de la cliente, en étant le meilleur, la meilleure, etc. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes profondément. Toutes ces images qu'on fabrique de soi, tout au cours de l'existence, n'ont rien à voir avec ce que nous sommes vraiment. Ce sont des sources de souffrance parce que, bien sûr, si on se compare, on va toujours trouver quelqu'un, à nos yeux toujours, qui a mieux réussi que nous, a plus d'argent, a une plus belle maison, a une plus belle apparence, une plus belle intelligence, bon, etc. Alors, on trouve toujours ça. Ou à l'inverse, et c'est un autre piège de l'ego, on va parfois, malheureusement, diminuer à nos yeux des personnes qui nous entourent. Lui est moins intéressant, lui est moins intelligent, bon, blablabla. Mm-hmm. Mais c'est dans notre tête, ça, que tout ça se passe. Et pendant que ça se passe dans notre tête, notre attention n'est plus disponible pour profiter du spectacle de la vie. Et pour entrer en relation avec l'autre, pour être connecté dans l'authenticité à l'autre, à ce que nous sommes vraiment, des êtres de relation. Donc, autrement dit, dès qu'on s'aperçoit que ce piège de l'ego, toujours vouloir être meilleur pour recevoir de l'attention, pour être reconnu, etc., accapare toute notre attention, on se rend compte que l'attention, on peut la ramener dans le présent. Et quand on la ramène dans le présent, là, nous touchons à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres de relation, des êtres de connexion, des êtres capables d'aimer, de s'émerveiller, de créer, de savourer, d'apprendre, de transmettre, tout ce qui fait que la vie vaut tellement la peine d'être vécue. À l'époque, je travaillais déjà en santé au travail, à l'Institut de recherche. Je travaillais dans un institut de recherche. C'est important parfois pour certains chercheurs qu'ils soient reconnus dans l'univers de la recherche, avoir trouvé
la meilleure solution à tel problème, etc. Bien sûr que ce travail-là est important, mais il va ne se faire adéquatement que si toute l'attention est disponible, j'ai envie de dire même si toute l'intelligence est disponible pour effectuer la recherche. C'est la même chose dans le domaine de l'art. Cet exemple-là me vient à l'esprit présentement parce que j'ai connu beaucoup d'artistes. Je m'intéresse passionnément à la littérature, entre autres, et à la peinture, etc. Et j'ai soigné des personnes qui, c'est fascinant, pendant qu'elles peignaient, étaient en train de se demander comment les personnes verraient leur tableau, au lieu de laisser la créativité s'exprimer complètement dans l'harmonie des couleurs qu'elles déposaient sur la toile. Alors, pendant qu'on se demande si notre tableau va être aimé, si on ajoute un peu de bleu, on n'est pas en train de laisser toute la créativité décider de là où va être le bleu. Alors, ça fait une différence monumentale. Bien sûr. Parce que quand la créativité s'exprime complètement, à ce moment-là, j'ai envie de dire, toute la vie s'exprime. Mm-hmm. Tout ce qui est à l'intérieur de nous peut se sentir pleinement vivant. Alors qu'il y a un discours, si on est dans le discours interne de l'ego, en train de se demander ce qu'il faut faire pour que l'autre aime le tableau qu'on peint ou la musique qu'on est en train de composer ou le mouvement de danse qu'on exécute ou la sculpture, peu importe. Si on est en train de se demander comment les gens vont apprécier ça, si on le fait de telle façon, on n'est plus dans toute cette créativité qui s'exprime. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour arrêter cet ego qui parfois nous fait tourner en boucle, nous empêche d'être là vraiment? J'imagine qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais dans votre livre, vous ramenez souvent au travers de différentes fables que vous illustrez les propos donc de l'ego et comment il prend toute la place dans nos vies, mais vous rappelez très souvent bienvenue parmi les humains. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Faut entrer dans la bienveillance d'abord parce que la bienveillance au sens où on peut trébucher. Hein, c'est à partir du moment où on entreprend cette marche, cette exploration de l'ego, et j'ai envie de dire que le mot-clé, c'est le mot observer. On a cette capacité à l'intérieur de nous d'observer l'activité là qui constamment, cette petite voix, si vous voulez, mais j'aime bien l'illustrer sous forme du petit hamster qui court dans sa roue à l'intérieur de notre tête et qui sans arrêt porte des jugements à notre propre égard. Je suis nul, je suis pas bon, je suis trop vieux, je suis trop vieille, parfois je suis trop jeune, ou je suis trop grand, je suis trop grosse, trop laid, bon, etc. Donc des jugements sur soi-même. Ça là, d'être capable, et ça a l'air simple, mais peu de gens ont appris à le faire, à découvrir qu'il y a ces jugements à l'intérieur de notre tête. Ils occupent tellement de place qu'on n'apprend pas à les observer. Et il y a aussi les jugements sur l'autre, sur les autres. On peut s'entraîner à découvrir la capacité nous avons, que notre cerveau possède, de s'observer. Ça peut conduire, je vais vous dire comment faire ça dans quelques instants, mais ça peut conduire à des moments magiques. Je suis dans le métro le matin, il m'arrive souvent de prendre le métro à l'heure de pointe, et les portes du métro ouvrent, je suis à l'intérieur du métro. Les portes du métro ouvrent, des personnes entrent, et je me rends compte qu'immédiatement, il y a des jugements dans ma tête à propos des personnes qui entrent dans le métro. Oui, c'est tout le temps, ça, j'ai l'impression. Pardonnez-moi? On a ça tout le temps, j'ai l'impression. Oui, tout le temps. 80% du temps au moins, nous dit un médecin qui s'appelle Richard Moss, notre attention est accaparée par l'un ou l'autre des 4 cadrans suivants. Le premier, les jugements sur soi-même, j'en parlais il y a quelques instants. Le deuxième, les jugements sur l'autre. Le troisième, le passé. On s'en va dans des regrets, des remords. Ah, si j'avais dit oui à telle personne, à telle époque, ma vie aurait été différente. Ah, si j'avais eu des meilleurs parents, si j'avais eu des meilleurs professeurs à l'école. Alors, on ne peut pas changer ça. On peut simplement tirer des apprentissages de ce discours.
Qu'y aurait-il eu de différent ici? Alors, est-ce que je peux faire quelque chose maintenant à propos de ça? Donc, apprendre. Mais je peux pas changer le passé. Le 4e cadran, c'est l'avenir, mais on peut toujours faire des projets et avoir des objectifs. Ça, c'est très sain. Mais là où ça devient malsain, c'est quand il y a des discours à l'intérieur qui sont des scénarios catastrophes. On n'a pas les ressources nécessaires, ça ne sera jamais possible, on n'y arrivera jamais, etc., etc. Alors, 80% du temps, l'attention est accaparée par l'un ou l'autre de ces 4 cadrans. Et c'est intéressant parce que on est en mesure d'apprendre à observer où est notre attention. Dans le roman, d'ailleurs, c'est ce que Charlot apprend avec Marie-Lou. Ils apprennent, Charlot, c'est le petit garçon de la héroïne, qui s'appelle Maryse. Mais Charlot et Marie-Lou apprennent à observer, et ils cherchent égomane. Alors, ils apprennent à observer ce qui se passe dans leur tête et à ramener l'attention. D'ailleurs, Charlot a une petite phrase qui est très utile. Je l'utilise personnellement tous les jours, plusieurs fois par jour, cette phrase-là. C'est « reviens ici ». Reviens ici. À partir du moment où il se rend compte que l'attention a été accaparée par des jugements sur lui-même ou des jugements sur l'autre, il fait « reviens ici » pour ramener l'attention dans le présent, sur quelque chose de concret. Parce qu'il est très important de savoir que neurologiquement, l'attention ne peut pas être à 2 endroits au même instant. Alors, si elle est accaparée par un jugement sur soi ou sur l'autre, elle n'est plus dans le présent. Alors, quand Charlot fait « reviens ici », il ramène vraiment l'attention dans le présent, là où est la créativité, là où est la capacité d'aimer, là où est la capacité de transmettre, d'apprendre, etc. C'est dans le présent que toutes ces capacités s'expriment. Alors donc, on apprend doucement, dans la bienveillance à son propre égard, à observer où est l'attention dans notre tête. J'aime bien appeler ça la danse de l'attention. Est-elle dans un cadran, le passé, l'avenir en train de fabriquer des scénarios catastrophes? Ou si elle est ici, sur mon souffle, par exemple. Moi, ça m'aide beaucoup, là, quand ça s'emballe dans ma tête, à ramener l'attention sur mon souffle. Ça a l'air simple, mais c'est pas facile à faire. Et ça, on peut s'entraîner. La méditation pleine conscience, ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, c'est ça aussi. C'est découvrir où est notre attention. Alors voilà. Oui, parce que rien que le fait de se poser la question nous fait revenir dans le présent. Exact. Reviens ici déjà. Parce qu'on s'est rendu compte que l'attention n'était plus dans le présent. Elle n'était plus sur ce qu'on a dans la bouche pendant qu'on mange. Elle n'était plus sur la main qu'on tient pendant qu'on la serre. Elle n'est plus sur l'arbre dont on admire les feuilles, etc. Elle n'est plus là. Alors c'est parce qu'elle est accaparée par je suis trop vieux, j'arriverai jamais, je suis pas capable de faire ça, bon blablabla. Les jugements sur soi. Reviens ici. Passe par l'étape de la contemplation s'il le faut, ou passe simplement par l'étape de savourer ce qu'il y a dans ta bouche. Peu importe. Les sens sont très aidants d'ailleurs à ce sujet-là. La caresse que tu donnes ou que tu reçois, peu importe. Dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup de la neurobiologie de l'ego, qui est si je ne suis pas aimé, donc si je ne suis pas aimé, je meurs. Oui, c'est la croyance de l'ego. Vous avez parlé de peur au début, vous avez énuméré toute une série de peurs. L'émotion au cœur de l'activité de l'ego, c'est la peur. C'est la peur de disparaître, la peur de n'être pas assez, la peur de ne pas être quelqu'un, de ne pas exister. Et l'illusion qu'on entretient depuis qu'on est enfant, c'est qu'on ne va exister qu'à travers le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on le cherche, ce fameux regard, à travers le vouloir être toujours le plus quelqu'un, posséder le plus quelque chose, etc. Parce qu'on a l'illusion que si on a une plus belle voiture, alors on va attirer le regard de quelqu'un. Si on a un plus beau vêtement, on va attirer le regard de quelqu'un. Si on a une plus belle apparence, on va attirer le regard de quelqu'un. Bien sûr, quand on vit
corps change, notre apparence change, ben, l'ego peut devenir vulnérable parce que s'il a l'impression d'exister à travers l'identification à une apparence et que cette apparence disparaît, il a tout à coup l'impression de ne plus exister. Si on s'identifie à ce que l'on fait, à son travail, par exemple, et qu'on perd ce travail ou qu'on le quitte, on peut avoir l'impression de ne plus exister parce que nous étions ce travail. Alors que c'est faux. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous sommes ce qui en nous ne vieillit jamais. J'emprunte cette phrase à Marie de Hennezel, cette grande psychologue française. Mm-hmm. Nous sommes ce qui en nous ne vieillit jamais. Et ce qui en nous ne vieillit jamais, c'est d'abord la capacité d'être présent ou présente. Marie de Hennezel a travaillé beaucoup en soins de fin de vie et disait qu'en soins de fin de vie, il y avait beaucoup de personnes qui étaient encore complètement présentes aux personnes qui les entouraient. Hein? Alors, exprimer leur amour pour ces personnes-là. Alors, donc, cette capacité-là d'être présent ne vieillit jamais. La capacité d'aimer ne vieillit jamais non plus. Mais il doit y avoir présence pour aimer. Si mon attention n'est pas dans le présent, que vaut l'amour dont je parle? Cet amour-là ne peut s'exprimer qu'à travers la présence. Donc, l'apaisement de « est-ce que l'autre va m'aimer? Est-ce que je vais être assez intéressant ou intéressante pour l'autre? » Si je suis dans ces questions-là et que je suis en train d'essayer de projeter une image de moi qui, à mes yeux, pourrait être intéressante, oui, qui à mes yeux pourrait être intéressante, si je suis en train de me demander quelle est la plus belle image pour être intéressant ou intéressante, ben à ce moment-là, je ne suis plus présent ou présente à l'autre. Je ne m'intéresse plus à l'autre. Un ami psychologue disait, si vous voulez être intéressant, intéressez-vous. J'avais trouvé ça magnifique. Il parlait du pouvoir de l'intérêt. Mais le pouvoir de l'intérêt se manifeste dans la présence. Mais ça a l'air tellement simple quand on vous écoute. C'est le travail de toute une vie. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut parler de bienveillance à son propre égard. C'est le travail de toute une vie, de chaque instant. Parce que cette activité égoïque, j'aime mieux maintenant parler d'activité égoïque, là. Le cerveau est un merveilleux détecteur de menaces depuis des millions d'années. Le cerveau a détecté des menaces dans l'environnement pour nous permettre de survivre. Mais à notre époque, le cerveau ne fait pas la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego, c'est-à-dire aux innombrables représentations qu'on a de soi-même. Les choses, on s'identifie aux choses qu'on possède, aux choses que l'on fait, on s'identifie à ses opinions, à ses idées, à ses croyances, on s'identifie à son apparence, on s'identifie à des problèmes de santé même qu'on peut avoir, on s'identifie à tellement de choses au cours d'une existence, mais ce ne sont toutes que des identités éphémères. L'objet auquel je me suis identifié, je peux le perdre, il peut être brisé. Le travail que je fais, je vais le quitter un jour, je vais faire un autre travail. Bon, tout ça est éphémère. Alors que ce qui en moi ne vieillit jamais, ce à quoi mon attention peut être reconnectée si j'apprends à le faire, ça ne vieillit jamais. Donc c'est toujours là. La capacité d'être présent, elle est toujours là. C'est vrai que ça peut paraître simple, et ça l'est en réalité, mais c'est difficile. J'ai toujours, c'est simple, mais difficile. Ça demande un entraînement. Et de la vigilance, Oui, voilà. C'est d'être très vigilant pour découvrir où est la tension. Parce que tout à coup, le cerveau a perçu dans l'environnement une menace à une représentation qu'on a de soi-même. Quelqu'un a émis un commentaire négatif à propos d'un travail qu'on vient de déposer, par exemple. Alors, si la personne a émis un commentaire négatif, le cerveau interprète ça comme une menace à ma survie, parce qu'il l'interprète comme une menace à une fausse identité que j'ai adoptée. Je me suis identifié à un travail que je fais. Je ne suis pas ce travail. J'ai travaillé là-dessus, je l'ai déposé, mais je ne suis pas ce travail. Et comme je me suis identifié au travail, si un commentaire négatif à propos du travail, il est perçu comme un commentaire négatif à propos de ce que je suis. C'est la même chose pour l'apparence. Imaginez quelqu'un qui s'est identifié à son apparence, qui voit apparaître une première ride tout à coup. Ah, catastrophe!
Je ne suis plus qui j'étais. Il y a perception par le cerveau d'une menace, malheureusement, encore une fois, à l'ego, parce qu'il y a identification à l'apparence. Mais le cerveau, percevant une menace à l'ego, ne fait pas la différence avec une menace à la survie. Et on entre, bien sûr, dans un état de panique, d'inconfort, de souffrance inutile. Inutile. Parce que nous ne sommes pas notre apparence non plus. Vous parlez aussi des faux besoins, des fausses identités, des faux besoins. Pardon, je vous ai coupé, je ne sais pas du tout si ça allait dans ce sens-là. Non, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ce besoin qu'on appelle le besoin d'être aimé, ça pèse le jour où on apprend ce que c'est qu'être présent. Parce que on entre tout à coup dans la capacité d'aimer. Pas plus tard qu'avant-hier, je rendais visite à un ami qui a lui-même un ami qui vient de vivre une rupture. La personne avec laquelle il vivait l'a quitté. Alors cet homme est dans une immense souffrance présentement et il avait même des pensées très sombres. Alors l'ami à qui je parlais, qui me racontait l'histoire de son copain parce qu'il ne sait plus quoi lui dire, je lui disais, c'est fascinant, c'est comme si, parce qu'une personne l'a laissé, cette personne était partie avec sa capacité d'aimer. Comme si cette personne lui avait volé sa capacité d'aimer, s'en était emparé. À partir du jour où il va reconnecter avec sa capacité d'aimer, il va redécouvrir qu'il est encore capable d'aimer, que ce qu'il est ne dépend pas du regard de la personne qui vient de partir. C'est difficile, c'est triste, ce n'est pas du tout banal, ça peut être à l'origine d'une souffrance, mais sa capacité d'aimer est intacte. Et à partir du jour où son attention reconnecte avec cette capacité d'aimer, il peut se dire, mais je suis encore capable d'aimer. Peu importe la forme que ça prendra, ce sera peut-être une relation d'une autre forme. Il peut se mettre tout à coup à faire du bénévolat, retrouver des copains, des copines d'une autre époque, des parents, sa famille, peu importe. Mais toutes ces personnes-là existent encore et il est encore capable de les aimer. Alors, voilà un besoin on a l'impression que s'il n'est pas comblé, on disparaît. Au lieu de redécouvrir la capacité qu'on a d'aimer, qui ne vieillit jamais, et qui peut nous permettre de nous intéresser à quelqu'un d'autre à travers le pouvoir de l'intérêt et nécessairement un jour ou l'autre de régénérer de l'intérêt à notre propre égard. Oui, c'est ça. Mais parfois, on est tellement plongé dans le désarroi, j'ai l'impression. Et j'aimais bien dans votre livre, vous dites, le fait de rediscuter avec quelqu'un de bienveillant qui va prendre le temps d'écouter la détresse, la souffrance, avec lequel on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir être entendu. Ça peut en une fois reconnecter avec cette capacité d'aimer, de créer, et une simple discussion avec l'autre peut faire renaître quelque chose enfoui à l'intérieur. Oui, c'est la beauté de l'amitié aussi, ou de la rencontre professionnelle. Parfois, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre, un professionnel, une professionnelle, qui nous aide à dire tout à coup, moi c'est une phrase que je trouve très, très, très belle, qui nous aide à dire tout à coup, je n'avais jamais vu ça comme ça, ou j'avais oublié de voir ça comme ça. Et maintenant, je le vois à nouveau, ou maintenant, je le vois pour la première fois, cette réalité-là, qu'il y a à l'intérieur de moi une capacité d'aimer qui ne vieillira jamais. Je viens de m'en rendre compte. Je viens de me rendre compte à travers un dialogue avec une autre personne, ou à la lecture d'un livre, ça peut être ça aussi. Je viens de me rendre compte qu'il y a en moi la capacité d'observer où est mon attention. Je viens de constater ça. Et que tout à coup, en observant qu'il y a des jugements dans ma tête à propos d'une autre personne, je me suis séparé pour quelques instants, quelques minutes de cette personne-là. Je me suis mis tout à coup à avoir à l'intérieur de moi ce que j'appelle du mépris ou même de la haine. Ou de la jalousie, oui. Pardon. Ou de la jalousie, ça peut être de la jalousie aussi.
de la jalousie, de l'envie. Ça toutes sortes d'émotions qui me séparent de l'autre. On peut même vivre avec quelqu'un qui tout à coup, qu'on aime, et qui tout à coup nous raconte quelque chose de merveilleux qui lui arrive dans sa vie. Hein, ça peut être notre conjointe, ça peut être notre conjoint, peu importe. Et la personne nous raconte quelque chose de merveilleux qui arrive dans sa vie. Et tout à coup apparaît la jalousie à l'intérieur de nous, là. Et là, des jugements négatifs à propos de la personne qu'on aime, là. En l'espace de quelques instants, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a eu perception à l'intérieur de nous d'une menace à l'image qu'on a de soi-même. Tout à coup, on se trouve moins intéressant que la personne avec laquelle on vit. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et on entre dans l'envie de cette personne-là. Et là, des jugements négatifs qui nous séparent d'elle. Et on se rend compte, si on s'est entraîné, si on a appris à observer, où est notre attention, on se rend compte qu'en l'espace de quelques instants, il y a ce discours-là qui est apparu, ces jugements à propos de l'autre. Et là, on fait, hé là là, toute mon attention est accaparée par ces jugements. Je peux ramener cette attention-là ici dans le présent. Ça peut prendre quelques minutes. Parfois, ça peut être quelques heures. Mais tout à coup, l'attention revient dans le présent et on s'aperçoit que le lien qu'on a avec cette personne-là là, est tellement plus précieux que tout ce discours intérieur qui la jugeait à propos d'une réussite qu'elle est parvenue à accomplir. Oui, et que toutes les histoires qu'on se raconte, en fait. Exact, exact. Eh bien, tout grand merci, Serge Marquis. On va clôturer maintenant, mais moi, vos livres, ils m'ont terriblement aidé. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de vous interviewer, parce que j'ai pas envie de les oublier. J'ai envie, oui, je vais les mettre sur ma table de nuit et les relire régulièrement pour, apprendre à revenir dans l'instant présent. Un tout grand merci pour ce que vous nous partagez aujourd'hui et pour la richesse de vos livres. Merci beaucoup à vous, Sandrine. C'était une joie d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Si vous voulez plus d'infos aussi sur mes activités, parce que j'organise beaucoup de conférences, de cercles, de marches aussi peut-être bientôt, n'hésitez pas à aller voir sur mon site www.sandrinecorbio.be. Et j'en profite pour remercier David Martinez pour la production de cette émission, son accueil chaleureux et professionnel. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine émission. J'espère que ce podcast vous a aidé à cheminer. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter. Et si vous voulez plus d'infos sur mes activités, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je mettrai tous les liens sous ce post. Ce podcast fait aussi partie d'une émission diffusée sur Radio Alma tous les deuxièmes mardis et derniers mardis du mois. J'en profite pour remercier David Martinez pour la réalisation de ce podcast. Pour rappel, je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les prises de conscience et le changement, et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt!